Alors, à tous les amis, John Image is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honorée. Bravo, John Image. Non, John Image, number one. Yebani, oya boya sali mokili na ye. Papa na nzamba pambolo na image. Apambolo vala musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. John Image 001, number one. Madame, Monsieur, bonjour. Un seul dossier dans ce journal magazine, il porte sur l'importance des examens prénuptiaux. Dans ce journal, vous suivrez également la réaction du ministre des Droits humains sur la publication d'une vidéo montrant les femmes nues à la prison centrale de Makala. Bienvenue à cette édition du journal. D'abord, place à l'actualité. Une vidéo circule sur la toile dévoilant un groupe de femmes nues à la prison centrale de Makala. Cette vidéo est devenue virale sur la toile. Saisie de cette information aux rumeurs, le ministre des Droits humains veut tirer les choses au clair. Une enquête sera bientôt ouverte pour établir la vérité. Suivez sa déclaration. Une enquête va être ouverte au sujet d'actes de torture et humiliation qu'auraient subi des femmes détenues à la prison de Makala. C'est le ministre des Droits humains qui s'est rendu sur place qui le déclare. Maître André Lite ACB précise qu'il ne peut, avant les conclusions de cette investigation, qui devra être brève, ni confirmer ni infirmer ces allégations. Pour rappel, une vidéo particulièrement insoutenable a été largement partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On peut y voir un groupe de femmes nues, assises par terre et bras encore retenus par des cordes nouées derrière leur dos et gémissant dans ce qui paraît être la cour de la prison de Makala. Et pour cause, elles n'auraient pas les $100 de frais d'admission dans les cellules du pavillon 10 dédié aux femmes. Le ministre des Droits humains a eu à s'entretenir avec les femmes qui lui ont fourni des explications sur leur séjour dans ce lieu de rééducation. Elles en ont profité pour soumettre au ministre des Droits humains leurs difficultés et solliciter auprès de celui-ci son implication dans le traitement de leur dossier. André Lite ACBA a promis de s'y pencher car la République démocratique du Congo tient au respect et à la dignité des êtres humains. Les enfants qui souffrent des troubles manifestés par une altercation communicationnelle nécessitent une prise en charge médicale, paramédicale et éducative, en plus de l'accompagnement pédagogique. C'est ce qui a conduit au lancement d'une campagne pour accompagner des enfants autistes à Kinshasa. Le vécu quotidien d'une mère qui prend soin de son enfant autiste est illustré dans ce reportage. Ce reportage est sur le quotidien d'une mère d'une fille autiste de 25 ans, le slam, le ballet ainsi que la musique sur les difficultés des personnes souffrant d'autisme ont ému et fait pleurer l'assistance venue pour le lancement de cette première édition de la campagne de sensibilisation dénommée Autisme ou Autisme et moi. Cette campagne consiste donc à susciter l'amour des parents ainsi que des proches des enfants atteints par ce trouble nerveux, a dit un des partenaires de cet événement. Nous, Univers de télévision et Zenith Group, nous sommes joints à la cause à travers notre partenariat, car apprendre à aimer et élever un enfant autiste, c'est beaucoup plus simple et l'imaginer comme un petit prince. Pour la scientifique Yoko, avec son expérience de plus de 25 ans dans ce domaine, l'autisme est un problème de santé mentale dont l'encadrement pèse sur le budget des familles, d'où la prise en charge de ces personnes par l'État est nécessaire à travers ces ministères de l'enseignement, de la santé, des affaires sociales et des personnes vivant avec handicap. La mise en place d'une synergie va résoudre certains problèmes, a dit Madame Reine Pembe, qui a créé la fondation Autisme RDC après d'énormes difficultés rencontrées avec son fils atteint de l'autisme.
Désormais, il s'agit de consulter les autres, de suivre les directives peut-être de la politique de l'État, afin de créer une deuxième édition en cohésion avec toutes les autres personnes qui s'occupent non seulement de l'autisme, mais aussi de différents handicaps, afin de faire évoluer cette cause. C'est sa conseillère, donc je suppose que si elle est là, elle représente le chef de l'État. Et sa présence ici me confirme que le chef de l'État aura un écho très clair de ce qui a été dit aujourd'hui. La conseillère du chef de l'État en matière de violences sexuelles, Chantal Moulop, ainsi que des députés et sénateurs ont pris part à cette manifestation. Les déplacés de la République centrafricaine ont reçu les moustiquaires imprégnés, des couvertures et autres. C'est un don du Haut Commissariat pour le réfugié. Reportage. Un lot important de matériel réceptionné par le Haut Commissariat pour les réfugiés en vue de répondre à la demande des déplacés de la République centrafricaine. Ici, dans la concession Ex-Cobra, Lisa Aou a réceptionné moustiquaires kit solaire, couverture et bâches. À en croire la représentante du HCR, ces billets vont aider les réfugiés basés dans différents camps situés au Sud-Ubangi, Nord-Ubangi ou encore dans les Bazouélé en République démocratique du Congo. Estimé à plus de 92 000 réfugiés, enregistrés autour de 52 000 réfugiés, tous ces matériels sont destinés pour ces réfugiés-là. Et ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour la population haute qui les a reçus. Il y a un deuxième arrivage que nous attendons incessamment. C'est une valeur de à peu près 2 millions pour ce que nous appelons les non-food items, les articles ménagers de première nécessité. Donc c'est pour servir plus de 36 000 personnes en ce moment. De son côté, le secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés CNR, Eric Mukandila, a salué la collaboration qui existe entre le gouvernement de la RDC et les HCR. Ce que vous voyez ici, le premier lot qui vient d'arriver, c'est le résultat d'une étroite collaboration avec les partenaires humanitaires et tout particulièrement le HCR qui est notre partenaire privilégié. Nous avons effectué une descente de terrain avec tous les partenaires impliqués pour nous rendre compte de la situation et c'est à partir de cette observation de terrain que vous avez remarqué l'arrivée du premier lot de matériel devant vous ici. Pour rappel, les affrontements entre différentes milices en République centrafricaine ont occasionné le déplacement des populations vers la République démocratique du Congo. L'opération des rapatriements volontaires a été relancée en 2020, a connu un frein avec la fermeture de frontières à cause de la pandémie de Covid-19. La redynamisation de la voie ferroviaire, une nécessité pour pallier aux difficultés des transports qui sévissent dans la capitale. Nos projecteurs se sont tournés vers la gare de Kimwenza. Son site est confronté aux avancements progressifs des têtes d'érosion. Suivez ce reportage. La vision du chef de l'État accorde une part importante à la redynamisation du secteur de transport pris dans sa diversité, routier, ferroviaire, lacustre et aérien. Dans le secteur routier, circuler à Kinshasa est devenu un véritable cauchemar. Des embouteillages qui n'en finissent pas à la longueur de journée. Il est temps que les pouvoirs publics pensent à redynamiser le transport ferroviaire pour désengorger Kinshasa. Ceux qui viennent de Congo central ne sont pas obligés de prendre la nationale numéro 1 pour rejoindre Kinshasa. Ils ont la possibilité d'embarquer à bord d'un train Matadi-Kinshasa en passant par la gare de Kimwenza. Même ceux qui habitent les communes environnantes peuvent descendre sur la ville par train. Mais existe-t-il encore des engins pour desservir comme il se doit? L'état des lieux de nos gares sont encore viables? Non, c'est le cas de la gare de Kimwenza. Non seulement elle vit sous la menace des érosions et des constructions anarchiques, mais aussi un renouvellement pur et simple. Esika oyo tre ngunduka elekaka nyonso ozomona eza likolo. Natina nini po na mabele oyo eninganaki awa esali érosion ya makasi. Impossible que les trains passent par ici. L'érosion a ravagé cette voie ferrée. Que les autorités accordent une attention particulière pour une intervention rapide.
Face à un tableau aussi sombre, désolant, il devient impératif de concrétiser au plus vite le projet de réhabilitation initié par le ministère des Transports et Voies de Communication. Un vieux projet qui était porteur d'espoir pour la population environnante. Les centenaires de l'église Kimbanguiste a été célébré le 6 avril dernier en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a effectué les déplacements d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem. À Kinshasa, le président de la République a lancé les travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures devant accueillir les Jeux de la francophonie. Auparavant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait ouvert la conférence sur les négociations tripartites Éthiopie, Égypte, Soudan, autour du barrage de la Renaissance éthiopienne. Les résumés des activités déployées par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce commentaire. La République démocratique du Congo, sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a assuré la poursuite des négociations tripartites Éthiopie, Égypte, Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne durant la conférence ministérielle organisée du 4 au 6 avril 2021 à Fleuve Congo Hôtel. La cérémonie d'ouverture des assises a été présidée par le chef de l'État qui a salué la présence à Kinshasa des représentants de ces trois pays et du président de la Commission de l'Union africaine venus tous participer à cette conférence dans l'intérêt supérieur de la recherche de la paix, conformément aux principes de l'Union africaine à des problèmes africains, des solutions africaines. Les travaux ont été conduits par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Zeza. La conférence de Kinshasa aura constitué un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage des eaux du barrage de la Renaissance éthiopienne. Les participants aux assises l'ont reconnu. Dans les communiqués conjoints, ils ont notamment exprimé leur profonde gratitude au leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et remercié le peuple congolais de son hospitalité. En marge de cette rencontre, le président de la République a reçu tour à tour les participants aux négociations tripartites Éthiopie, Égypte, Soudan et le représentant du président de la Commission de l'Union africaine. Les uns et les autres ont remercié le chef de l'État de son leadership dans la recherche de solutions adéquates pour toutes les parties et pour la stabilité du continent. Le président de la République a rassuré ses interlocuteurs de son engagement et sa détermination d'amener les parties à des solutions consensuelles au bénéfice de tous. L'église Kimbanguiste a 100 ans d'existence. L'événement a été célébré avec faste en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a effectué le déplacement de la ville sainte des fidèles du prophète Simon Kimbangu. Accueilli dans la liesse par les chrétiens kimbanguistes et le chef spirituel de l'église, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a assisté au temple grandiose d'Inkamba, à un culte auquel ont pris part plusieurs personnalités religieuses, politiques et diplomatiques. Dans son allocution, le président de la République en a appelé notamment à la préservation de la mémoire de l'enseignement du prophète Simon Kimbangu et de son combat pour la dignité des hommes et des femmes noires à l'époque coloniale. Le chef de l'État a demandé au président de l'Assemblée nationale et du Sénat présent à la cérémonie de porter le dossier législatif d'instauration de la date du 6 avril comme une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national en hommage à Simon Kimbangu. Après le culte, le chef de l'État a inauguré le musée dédié à Simon Kimbangu. Il a aussi visité les mémorials kimbanguistes. De retour à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec les 9 juges de la Cour constitutionnelle. Ils étaient conduits auprès du chef de l'État par le président intérimaire de cette institution, Évariste Funga Molima Mwata.
Le championnat interscolaire au niveau international, bientôt une réalité. Le président de la République s'est entretenu avec une forte délégation composée du secrétaire général de la Fédération internationale de football, association du président de la Confédération africaine de football, du ministre sortant des sports et du président de la Fédération congolaise de football, en présence du directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, dans le cadre de la concrétisation du projet pilote du football scolaire. Il venait de signer la convention d'application du mémorandum d'entente de coopération sur la mise en place du partenariat pour le soutien au projet pilote du championnat du football scolaire. Le groupe Rockefeller de renommée mondiale est disposé à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses projets de développement de la RDC. Reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, une délégation de Rockefeller Holding est venue présenter les disponibilités du groupe d'investir dans des projets de développement communautaire, les domaines de l'agriculture et des mines notamment. La République démocratique du Congo organisera du 19 au 28 août 2022 les 9e Jeux de la francophonie. Déjà à Kinshasa, les préparatifs vont bon train. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures. Au stade Tata Raphaël, il sera construit un gymnase et un village de jeux. Parmi les autres sites choisis figurent le stade de Martyrs, l'échangeur de Limité et l'espace Fikine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est invité à l'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu à la magistrature suprême lors de la dernière élection présidentielle. Le président de la République a reçu des mains de l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville, Christophe Muzungu, l'invitation de son homologue du Congo en rapport avec la cérémonie d'investiture le vendredi 16 avril 2021 à Brazzaville. Reprise du trafic sur la nationale numéro 1 avec l'aménagement du tronçon coupé au P445. La présentation au courant de la semaine du rapport général des cycles électoraux. Et puis concernant la spoliation du site présidentiel de l'Ancélé, une mission d'enquête sera diligentée sur place pour établir les responsabilités. Ces titres et tant d'autres sont rappelés dans cette synthèse de l'actualité de la semaine signée Bobetinga. Qui s'achève s'est ouverte par cette sonnette d'alarme sur le site présidentiel de l'Ancélé, spolié par des tierces. Constat fait à l'issue d'une mission diligentée par une équipe de la présidence de la République en vue d'établir des responsabilités. Manque de liquidités dans les distributeurs automatiques des billets de banque commerciale, surtout en période du lancement de la paye des fonctionnaires. La rédaction s'y est penchée cette semaine et la FBN Bank, qui nous a ouvert ses portes, promet une amélioration. À Mbujimaï, la minière de Bakwanga signe sa relance avec une production revue à la hausse, une production justement obtenue grâce à la paix sociale instaurée avec le paiement des arriérés des salaires. Le droit des peuples autochtones pygmées est désormais reconnu en RDC. L'Assemblée nationale a adopté cette semaine le projet de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Une victoire remportée après plusieurs années de plaidoyer. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de la CENI était devant les députés en début de week-end pour présenter le rapport général du processus électoral 2012-2019 et le rapport annuel 2019-2020. Un processus électoral marqué par la machine à voter qui a divisé la classe politique. Les ingénieurs agronomes tiennent à la mise en valeur des potentiels agricoles de la RDC. Ils ont rencontré cette semaine le président du Sénat pour plaider en faveur du respect du protocole de Maputo relatif à la part du budget alloué à l'agriculture. Parlons infrastructure. Le trafic a repris sur la route numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit après la coupure au P4 345 au niveau de Massamuna. L'Office des routes a déployé ses engins pour décompter la situation.
Des engins, l'Office des routes et l'Office des voiries et drainage en ont reçu des nouveaux cette semaine. Un don du Japon à travers la JICA pour assurer la maintenance de la voirie urbaine de Kinshasa. La cérémonie de la remise de ces matériels a été présidée par le ministre des ITP, Willy Ngopos. La route numéro 1 a encore fait des victimes en semaine, plus d'une cinquantaine de personnes calcinées. Tel est le bilan de l'accident survenu sur la place Kiwawa à 13 km de Massamuna en provenance de Kikwit. Autre accident, c'est cet incendie signalé à Kinshasa, non loin du stade Tata Raphaël. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Le mauvais raccordement des fils électriques serait à la base de cet incendie. Et pour terminer, l'insécurité bat son plein dans le paisible quartier Kogelos. La population visitée par des inciviques dénonce et appelle les services concernés à plus de responsabilités. Ismaël Omar Guelleh, président sortant des Djiboussi, réélu vendredi dernier avec plus de 98% des voix. L'époux de la reine Elisabeth II, Prince Philippe, a tiré sa révérence à l'âge de 99 ans. Les obsèques sont prévues le 17 avril prochain. La répression en Birmanie ne faiblit pas malgré la violence de l'armée. La population reste déterminée pour la libération de Aung San Suu Kyi. La synthèse de l'actualité africaine est dans le monde dans ses commentaires. Le calme est revenu autour d'Al-Jeneima, capitale du Darfour occidental. Les autorités qui ont décrété l'état d'urgence ont aussi dressé un bilan d'au moins 122 morts et près de 200 blessés après les affrontements tribaux entre les membres des tribus massalites et des milices armées composées essentiellement des nomades arabes. La région compte près de 700 000 habitants. Évasion spectaculaire cette semaine au Nigeria. Plus de 1800 détenus se sont échappés lundi 5 avril vers 2 h du matin de la prison Owerri dans le sud du Nigeria. Des armées ont perpétré une attaque brûlante des voitures et bâtiments avant de libérer les prisonniers. Les enquêtes sont en cours. Les manifestations de protestation contre la mainmise du pouvoir en place sur les élections ont fait un mort cette semaine au Bénin. Lors d'une intervention des forces de l'ordre pour disperser ces manifestants, une personne a été tuée par balle et 6 autres grièvement blessés. Au Djibouti, Ismaël Omar en course une 5e fois de plus à la présidentielle, assuré d'une victoire écrasante, n'avait fait face qu'à un seul opposant presque sorti de nulle part. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et son lieutenant Charles Blé Goudé ont reçu le feu vert du président Ouattara pour regagner le pays. L'ancien président ivoirien a même déjà reçu son passeport. En dehors de l'Afrique, au moins 120 personnes ont perdu la vie dans des crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie et au Timor oriental. Des dizaines de personnes sont disparues et des milliers sont sans abri. L'aide s'organise dans la région. Le prince Philippe d'Angleterre est mort le vendredi à l'âge de 99 ans. Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château Windsor, a annoncé dans un message le palais Buckingham. Le duc et époux de la reine Elisabeth était le plus ancien consort de l'histoire britannique. Enfin, aux États-Unis, Joe Biden a annoncé des nouvelles mesures contre la détention d'armes. Cette décision se base des statistiques dressées. 106 personnes meurent tous les jours par balle aux États-Unis. Les maladies génétiques héréditaires telles que la drépanocytose entraînent plusieurs conséquences dans le fonctionnement de l'organisme humain. Les globules rouges sont faibles et souvent, d'après les études menées, on note environ 50% de décès au cours de la petite enfance. Les dossiers que vous allez suivre se penchent sur l'importance de faire le test sur l'anémie SS avant d'entamer le processus de mariage. Suivez.
Autrefois, il suffisait de s'aimer et on s'est marié sans passer par des examens prénuptiaux. Certains couples victimes de ces habitudes en portent encore les stigmates. Bon, moi, Nangaï a commis à 4 ans et 9 mois. Bon, Koyeba Kaza anémique, mais Koyeba le 21 mars. Mon enfant a 4 ans et 9 mois. C'est ce 21 mars 2021 que j'ai appris qu'elle était anémique. Bon, les problèmes, c'est qu'avant le mariage, maman. Nous, parents, nous n'avons pas fait le test avant le mariage. Voilà les conséquences de nos actes aujourd'hui. J'ai 6 enfants. Le 4e était anémique. Nous avons fait le test et l'enfant est anémique. Nous n'avons pas fait de test jusqu'aujourd'hui, nous, parents. De nos jours, l'accès à l'information permet aux jeunes Congolais ou mieux aux fiancés de s'armer suffisamment avant de s'engager pour le mariage. Les tests prénuptiaux qui permettent de mieux connaître son état sérologique, son groupe sanguin et facteur rhésus ainsi que son électrophorèse et celui de son partenaire sont-ils réellement pris en compte? C'était aux années 2012, j'ai fait mon examen d'électrophorèse, j'ai ouvert l'enveloppe, c'était AA, et on m'a demandé aussi de faire l'examen des spermatogrammes. Je le fais, c'était aussi bon, j'ai appelé aussi ma fiancée, elle a fait, on dit non, il n'y a pas de problème. Quelle est l'importance de ces tests? Les tests prénuptiaux sont importants parce que cela permet de dépister certaines maladies qui peuvent être chez les futurs époux. Entre-temps aussi, on peut prévenir des maladies que les époux peuvent transmettre à leurs enfants. La conséquence, lorsque ces examens ne sont pas réalisés avant le mariage et que les futurs époux, les fiancés sont porteurs de cette maladie, c'est que leur progéniture peut en souffrir. Nous avons certaines maladies comme j'ai cité la toxoplasmose. Ça c'est plus dans le cadre d'une consultation préconceptionnelle. La femme peut avoir des avortements à répétition, l'enfant peut naître, il peut avoir certaines malformations neurologiques. Une femme porteuse d'une grossesse et de rhésus négatif et que son mari est de rhésus positif, donc ça peut aussi aider. Pour l'accompagnement des futurs époux, certaines confessions religieuses, notamment chrétiennes, reconnaissent ces tests avant la bénédiction nuptiale. Question de prévenir certains dégâts dus à l'ignorance de son statut. L'encadrement n'est pas seulement l'encadrement spirituel, mais c'est aussi l'encadrement social dans tous les domaines de la vie. Et si les couples fiancés sont incompatibles, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais ils sont libres. Ils sont libres. Le pasteur n'impose pas, mais on vous présente devant les faits où vous-même vous êtes habilité de faire le choix. Il faut à présent lier la lutte contre la drépanocytose ou la prévention à la sensibilisation et pourquoi pas rendre obligatoire ces tests qu'on doit présenter avant les mariages coutumiers, civils et religieux. Car prévenir, c'est se protéger et prévenir, c'est sauver des vies. Revenons sur l'actualité avant de boucler complètement cette édition magazine. Les représentants des pays des Grands Lacs de nouveau ensemble et sont en atelier régional autour de la problématique de l'éducation des filles pour un avenir meilleur. Suivez. Projet du Femmes, éducation des filles pour un avenir meilleur dans la région des Grands Lacs. Ces projets mis en place par la COCAFEM-GL dans le souci de permettre l'autonomisation accrue par l'éducation des filles, des adolescentes et des femmes victimes de conflits vivant notamment au Burundi, à l'est de la RDC et au Rwanda. C'est dans ce cadre que la COCAFEM-GL se retrouve en RDC avec ses partenaires pour faire le bilan programmation qui est à environ 50% des dépenses prévues de sa première année. Selon les différents intervenants venus travailler à Kinshasa et ceux intervenant en vidéoconférence, malgré les retards accusés, le travail de répartition des activités non encore réalisées doit avoir lieu. Occasion aussi pour eux de préparer le plan de travail numéro 2 pour l'exercice 2021 et 2022 en prenant en compte les reports des activités non réalisées de l'an 1 et une priorité répartir les activités
prochaines années. Explication de quelques participants. Concrètement, nous avons essayé avec tous les participants d'élever les défis que nous avons connus au cours de l'exécution du projet du FAM pour la première année et essayer de formuler les recommandations ainsi que différentes suggestions. Oui, comme recommandation, c'est de continuer à demander beaucoup plus à toutes les parties prenantes de s'approprier les projets. C'est-à-dire nous intervenons dans le volet éducation ainsi que le volet égalité femmes-hommes. Et jusque-là, nous pouvons remercier la partie étatique. Technique, Papi Vouélé, Joël Piangou et Alain Sodi. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous, l'actualité continue sur nos antennes et vous aurez droit à l'actualité musicale et également politique et socio-économique. Je vous retrouve prochainement. À tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honorée. Bravo John Image. Non, John Image, number one. Yebani, oya boya salimo kili na ye. Papa na njamba pambolo na image. Apambolo vala musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. John Image 001. Number one.